Les 39 marches d'Hitchcock, qui est considéré un peu comme un des purs bijoux de sa période anglaise. Oui, alors les 39 marches, je crois que c'est le film qui lui a fait atteindre pour la première fois une vraie réputation internationale. Parce que auparavant, il avait eu des succès en fin du muet avec Lodger, là, Oui. et puis le premier film parlant anglais, Blackmail. Et les films parlants suivants avaient été inégaux. Il y en avait un très beau qui s'appelle Murder, mais les autres étaient plus des œuvres de commande. Encore que, bon, il y a des choses intéressantes dans certains. Il avait tourné un très mauvais film qui s'appelait Valse de Vienne, où il s'était rendu célèbre parce qu'il était monté à un moment donné sur une chaise au début d'une scène. C'est une espèce, il craquait, quoi. Et il avait gueulé je ne peux pas supporter ce genre de conneries. Et il avait dit moteur. Bon. C'était assez extraordinaire. Il avait fait la première mouture donc, de L'homme qui en savait trop, qui avait été un joli succès, mais qui n'avait pas trop dépassé, disons, le triangle infernal de l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et puis, d'un seul coup arrivent ces 39 marches. Alors ça, c'était un projet qui était assez... Qui lui était assez cher parce qu'il avait toujours adoré l'auteur du bouquin qui s'appelait John Buchan, qui était un des grands écrivains d'espionnage, l'équivalent de John le Carré maintenant, quoi. Et en même temps, ce qui est très drôle, c'est que cette adaptation est très infidèle. Enfin, elle est à la fois réductrice, enrichissante. Enfin, comme toujours ce qu'il a fait quand il adaptait des bouquins. Il a travaillé dessus avec sa femme. Il a travaillé dessus avec sa femme et avec son pote. Il avait un pote qui s'appelait Charles Bennett. Il a deux potes qui reviennent très souvent, c'est Charles Bennett et Angus MacPhail, qui sont deux poivreaux terribles, mais surtout Angus MacPhail d'ailleurs, mais Charles Bennett ne crachait pas sur le jaja non plus. Et il se trouve que ils ont déchiqueté le roman original de Buchan, Les 39 marches, et ils ont reconstruit quelque chose de... Il faut bien dire encore maintenant, absolument merveilleux, quoi. Enfin, c'est une espèce de rêve poétique, en même temps complètement ancré dans une forme de réalité, mais une réalité qui est encore cachée, c'est-à-dire que c'est, en fait, les fameuses 39 marches dont il est question, c'est une société secrète d'obédience manifestement nazie qui cherche à faire des sabotages en Grande-Bretagne. Ou, enfin, et en même temps, c'est le MacGuffin, comme il disait, c'est-à-dire que c'est l'élément qui sert à faire avancer l'histoire. Ouais. Alors, il y a dans ce film des choses que les surréalistes adorent. Par exemple... un couple qui est retenu par des menottes. Enfin, alors ça, c'est une image qui est tout à fait plaisante et en même temps assez coquine. Surtout quand elle enlève ses bas, oui, c'est ça, oui, avec oui, la main accompagne. Oui, oui. Ah non, mais il était très coquin. Il faut bien comprendre que Hitchcock est un grand plaisantin, surtout. Bon, surtout à cette époque, son grand plaisir, c'est de rigoler. Bon, c'est un grand rigolard et il travaille sérieusement, Dieu sait, mais toujours avec, comme ils disent, la langue dans la joue, la tongue in the cheek. Ouais. Et il y a une scène qui est absolument magnifique. Et je me souviens plus du tout, c'est dans le bouquin, je crois pas, c'est la séquence où il se retrouve chez un paysan c'est le Northumberland, je crois. Quelque part, je ne sais plus si Ah, c'est l'Écosse ou... oui, c'est en dessous de l'Écosse. En dessous de l'Écosse, ouais. Et il se trouve chez un paysan. Bon, le paysan n'est pas là. Et manifestement, alors ça, c'est une des grandes choses d'Hitchcock, c'est que dans des petites scènes comme ça, il réussit à exprimer la vie de personnages secondaires dont on n'a pas besoin d'en savoir davantage. C'est une jeune femme qui est assez belle, qui est assez triste,
On s'aperçoit que son mari est une espèce de paysan barbon insupportable. Et on devine toutes les frustrations de cette femme. Bon, alors ça, c'est déjà très joli, sans qu'il soit prononcé, hein, sans qu'il en soit question à aucun moment, n'est-ce pas? Une espèce de tentation d'elle vis-à-vis de lui, une espèce de tentation de lui pour elle, mais en même temps, tout ça se traduit par une image d'une force assez formidable. Elle refile la veste de son mari au personnage d'Anne, Robert Donat, Anné, au personnage que joue Robert Donat, et il s'en va. Et cette veste, plus tard, va servir, parce que quand on lui tirera dessus, une balle en plein cœur, en fait, là, c'est dans cette veste, à la hauteur du cœur, il y avait une Bible, qui était la Bible du type. Bon, et c'est cette Bible ce qui protège le cœur, qui va arrêter la balle. Ça, c'est typiquement hitchcockien, c'est complètement magnifique. De même, il y a une chose très très belle qui est à la fin Mister Memory, qui est l'homme dont se sert les 39 marches pour transmettre ses messages, répond à toutes les questions. Alors bien entendu, on comprend que dans la salle, il y a des gens qui posent des questions et les réponses qu'ils donnent aident les autres. Et Anné, à la fin, pose carrément la question qui nous préoccupe tous, bien entendu. Que sont les 39 marches? Et Mr. Memory, qui n'est qu'une machine pratiquement mentale, qui est une machine à retenir, ne peut pas s'empêcher de dire, de vendre le morceau. Alors qu'il est en train de mourir. Et de dire ce que sont les 39 marches. Et tout ça avec les girls qui dansent derrière, c'est très avec les girls qui dansent derrière, c'est absolument magnifique. Sans parler de la première apparition du professeur Jordan et de sa femme, qui sont... Alors, le professeur Jordan est le grand maître des 39 marches. C'est celui qui a... C'est un des premiers manques. Hitchcock a souvent exprimé la malignité, le mal, par un manque, par une absence de quelque chose. Et là, je crois que c'est la première fois que, aussi nettement, il montre cette notion de manque. Anné sait que le patron des 39 marches a une phalange en moins de doigts. Et il en parle à ce professeur Jordan qui est censé être en Odin. Et le professeur Jordan, d'un seul coup, tend sa main comme ça et dit comme celle-là. Et montre la phalange manquante, qui prouve qu'il est le mal, qu'il est l'incarnation du mal. Ça, c'est très, très, très joli aussi. C'est un film qui avance à une vitesse incroyable dans le montage. C'est un film très rapide. C'est un film où il s'est amusé encore. Il adorait les maquettes. Hitchcock, il a fait presque tout un film uniquement avec des maquettes qui s'appelait Number 17, numéro 17. Et là, il y en a quelques-unes. Il y a une espèce de faux hélicoptère. Il y a des... Bon, mais c'est moins évident que dans d'autres films. Par contre, là, il y a une économie de moyens. Il n'avait jamais beaucoup de pognon pour faire ses films. Il y a une économie de moyens qui est absolument impressionnante. Un art de l'ellipse qu'il a appris justement du fait qu'il lui manquait des choses. La meilleure façon pour pas dépenser d'argent, c'est de faire une ellipse. Hein, c'est bien connu. Et ça, il a su faire ça admirablement toute sa vie, très tôt. Il a même dans un de ses tout premiers films, The Ring, il y a des ellipses comme ça qui permettent de soigner la scène suivante. Parce qu'il y a des plans assez compliqués. Pas dans les 39 marches, il n'y a pas des plans très compliqués. Mais de temps en temps, il s'amuse à faire des plans très compliqués qui lui prennent le quart d'une vie. C'est comme Orson Welles avec le début de La Soif du Mal, quoi. Mais en même temps, il y a une grande poésie. La scène où il rentre dans l'appartement avec l'espionne qui va se faire tuer, oui, absolument. Au début. Et tout ça est totalement onirique. Absolument. Mais non, mais bon, c'est pas de l'onirisme, finalement, parce que c'est parfaitement
réellement justifiable, c'est improbable. Oui. Bon. Et il travaille sur l'improbable. Et il finit par nous rendre l'improbable nécessaire et évident. Ça, c'est très très fort. On peut dire que c'est la première. Il avait fait un film muet qui était absolument parfait, qui s'appelait L'homme de l'île de Man, The Manxman. Et là, c'est son premier film parlant où les choses se mettent définitivement en place, quoi. Tout son univers est là. Tout son Et univers. ce couple fonctionne, Donat Ah Carroll, oui, ça, c'est admirablement. le couple est épatant. Mais Donat est un acteur maintenant inconnu, mais qui a eu une très grande heure de gloire et qui était un comédien. C'était une espèce de, à mon avis, pour moi, une espèce de super David Niven, quoi. C'était plus fin que David Niven, je trouve. Et le film s'achève là où il a commencé, donc dans ce musical. Dans le musical. La boucle est bouclée. Après, Oui, c'est un petit air absolument délicieux.